mesures par François Hollande, et en même temps, juste après, il a dû réformer les retraites, après Nicolas Sarkozy qui l'avait déjà fait il y a 2 ans, et on voit bien que ça ne résout pas le problème. Donc ma question, pardon d'avoir été long, j'ai essayé d'être complet. Ma question, c'est est-ce que la génération, je veux dire la mienne ou celle même de mes enfants qui sera au pouvoir demain, quel type de réforme elle va devoir mettre en œuvre, sachant qu'elle ne sera pas bénéficiaire de la même générosité que la génération, la vôtre, qui va pouvoir prendre sa retraite beaucoup plus tôt que la future. Est-ce que ça n'a pas un impact, j'allais dire presque politique, sur les mesures qui ont été prises et qui sont prises, sur la responsabilité finalement à l'égard de l'avenir? Pour la petite histoire, j'ai 62 ans et j'ai réussi à convaincre l'année dernière, j'en suis très fier, oui, vous ne voulez pas partir, toutes les assemblées générales du groupe de modifier la limite d'âge du délégué général à 70 ans. Je n'ai pas encore réussi, 75 ans, j'ai pas voulu aller trop vite. Pour l'instant, c'est 70 ans. Et j'en suis extrêmement satisfait. Maintenant, bien sûr, il y a un problème politique énorme, mais ce n'est pas les questions des générations à venir. Non, non, non. C'est 2014. Oui, mais c'est la question de 2014. La génération à venir, c'est celle qui va prendre les décisions. C'est pas la même que celle qui a pris les décisions. Vous vous trompez, cher ami. Philippe, vous vous bourrez complètement. C'est ça que je prétends. C'est en 2014, au maximum 2015, que des décisions majeures vont être prises. Hein? Ok. Vous passez la parole. Elles n'ont pas été prises, elles n'ont pas été prises. Donc vous voulez dire, je veux dire. Oui, il y a encore raison, monsieur. Non, mais je veux dire que c'est pour ça qu'elle ne le pas. Alors, c'était le sens de mon propos, j'espère que vous avez compris. En 2003, j'ai eu la chance de participer à ce qu'on appelle la réforme Fillon, qui a un certain nombre de conséquences sur l'allongement. Il faut dire que, et qui n'a pas réglé bien sûr tout le problème, il faut dire que la petite différence, c'est que le PIB français 2014 égale en valeur absolue le PIB français 2008, enfin même 2007 par exemple. Et que donc, si on était resté sur les 2,5% de croissance, on aurait 17,5 points en moyenne de plus de PIB, 17,5%, et donc 17,5% de cotisation. Si on avait 17,5% de cotisation, le problème des retraites aujourd'hui, 2014-2015, ne se poserait pas que les mêmes critères. On ne les a pas, il faut donc régler le problème. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'AGIRC n'a plus de réserve en 2017, l'ARCO en 2020. Donc j'espère, alors là je sors de ma responsabilité de gestionnaire, mais c'est le citoyen qui regarde les choses, j'espère que les partenaires sociaux vont décider de quelque chose en 2014 et 2015 pour sauver le régime. Alors, ils ont commencé en 2013, il y a eu une réforme en mars 2013, une négociation qui a abouti à une légère réforme, qui a grosso modo augmenté de 0,1 point le taux de cotisation à GIR, et qui surtout a prévu que les retraites 2014, 15 et 16, je parle des retraites à GIR Carrefour complémentaires, soient revalorisées de l'inflation moins 1,5 point. C'est révolutionnaire. Ça aurait peut-être dû être fait avant, monsieur, mais c'était quand même révolutionnaire de le faire sans aller en dessous du plafond zéro. Et ça veut dire que les partenaires sociaux avaient décidé, fin 2013, que les retraites perdraient 4,5 points de pouvoir d'achat. Manque de peau, ça ne suffit pas, et parce qu'ils attendaient de voir ce que l'État ferait sur l'âge de la retraite. Comme vous le savez, l'État, et si sa responsabilité, c'est son problème, a décidé de ne pas bouger, donc ça renvoie la question sur les partenaires sociaux. Et donc ils vont devoir en décider, encore une fois, à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, ou plus tard, faute de quoi il y aura un problème majeur, et c'est pas possible. Il est bien sûr totalement inenvisageable que le système arrête de fonctionner, il ne faut pas s'inquiéter quand même, donc il y aura des décisions. La vraie question, c'est est-ce que ces décisions sont prises par les partenaires sociaux, ce que je souhaite vraiment de tout mon cœur, ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, et à ce moment-là, c'est l'État qui va prendre des décisions. Et comme vous le savez, il y a 3 types de décisions. Bloquer, il y a trois leviers, et c'est tout. Bloquer les retraites, c'est-à-dire faire perdre le pouvoir d'achat à la retraite, augmenter les cotisations, ou l'âge légal n'est pas à la main des partenaires sociaux, bien sûr, mais ils peuvent très bien introduire des coefficients d'abattement par rapport à l'âge. Ça, c'est possible. Qui revient en même, ce qui est un peu aussi ce qu'on commence à voir apparaître dans le régime général, que sans toucher à l'âge,
En réalité, on a reculé des parts réelles pour, en tout cas, les générations, j'y reviens, à venir. Donc, est-ce que l'âge, les 60 ans, pour vous, c'est quelque chose qui, de toute façon, est une relique du passé, à quel moment, finalement, la société, d'après vous, sera prête à entendre ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il faudra la traiter? Regardez ce qui se passe dans les autres pays. On sait que c'est là que les économies... Pourquoi la France serait différente? Pas de raison. Alors, la France a un avantage tout à fait considérable, c'est qu'elle a une politique de natalité beaucoup plus dynamique, qui est notre vrai réservoir pour demain. Et c'est pas ça qu'on dit. Avant de traiter les retraites de 2050 avec les bébés que nous avons aujourd'hui, il faut peut-être passer 2020. Aujourd'hui, on ne passe pas 2020. Donc, commençons par regarder les choses dans le bon sens et dans le bon ordre. C'est peu du bon sens. Enfin, si en 2050, on dit 250 ans, on retrouvera le problème. Alors, on arrive à la fin, je vais laisser des questions à la salle. Je voudrais juste terminer sur deux sujets. Un premier sujet qui revient à notre thématique de débat, l'entreprise, le territoire de santé, la responsabilité de l'entreprise. Je vais dire là plus globalement, est-ce que le monde de la prévoyance, finalement, ne va pas changer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un rôle nouveau de l'entreprise, d'accompagnement des salariés particuliers dans la prévoyance? Est-ce qu'on va aller vers une prévoyance salariale, c'est-à-dire qu'une part des négociations salariales, par exemple, demain prévoira non pas le salaire l'année, mais le salaire différé, qui aujourd'hui est socialisé, on a parlé longuement, mais demain sera peut-être intégré dans les politiques salariales des entreprises pour dire on va vous aider à vous assurer contre, on n'en a pas parlé, les risques de dépendance, contre des risques divers et variés qui vont vous arriver quand vous aurez terminé de travailler à 75 ans. Mais est-ce que ce n'est pas un rôle nouveau qui va s'imposer de l'entreprise et des institutions de prévoyance? Moi, pour les entreprises, nous sommes au service des entreprises. Donc, certainement, le rôle de l'entreprise va évoluer. Et j'appelle d'ailleurs à la responsabilité et à la vision des chefs d'entreprise. En 2008, j'ai hésité pendant 3 mois à sortir l'expression bien-être en entreprise et productivité. C'était un vrai choix politique que nous avions, une politique commerciale, de lancer ces expérimentations et ces attitudes. Et on a fini par le faire en 2008, et ça a eu un succès tout à fait considérable. Et aujourd'hui, l'immense majorité des entreprises sont bien sur ce thème. D'ailleurs, l'accord dont on parlait tout à l'heure l'a bien montré. Il y a donc une vraie prise de conscience que le corps social qui résiste véritablement dans nos sociétés, c'est l'entreprise et la responsabilité globale qu'on ne peut pas couper. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un sujet que peut-être vous n'avez pas compris. Je comprends bien, parce que moi je l'ai compris il y a un mois. Et que je suis censé être un acteur éclairé. C'est la question de la pénibilité. La pénibilité, c'est véritablement un sujet de l'ordre de celui des 35 heures, tel qu'il va être réglé. C'est un sujet qui peut, à terme, générer des contentieux incroyablement importants et mettre en difficulté de manière considérable les entreprises. On va voir comment ce sujet va être traité par la loi et par les partenaires sociaux, mais il nécessite d'installer véritablement de manière active dans les entreprises des politiques de prévention. Faute de quoi, l'entreprise qui... On voit bien que la jurisprudence aujourd'hui évolue pour aller vers une obligation de résultat dans le domaine de la santé et non plus vers une obligation de moyens. Il y a donc une véritable... On n'a pas beaucoup discuté de ce sujet au début, mais tout ça converge. Tout converge dans la même direction pour que ce soit l'intérêt de l'entreprise. Alors, il ne faut pas le voir simplement de mon point de vue comme une contrainte, mais ça peut aussi être une chance de motiver et d'améliorer la productivité. Finalement, la protection sociale dans l'entreprise, c'est le dernier poste incroyablement important, puisqu'il représente exactement la même somme que les salaires nets. Vous payez, nous payons, l'entreprise paye. Sur la part salariée ou patronale, c'est pareil, la même somme que les salaires nets. Eh bien, cette réserve de productivité est encore inexploitée. Elle est donc considérable. Donc, j'appelle vraiment toutes les entreprises à la regarder, et nous, notre boulot, c'est d'aider à le faire. On en est au début pour l'optimiser. Il n'y a pas d'autre situation pour s'en sortir. Et d'ailleurs, quand on dit quelle est l'évolution de la protection sociale, c'est bien d'aller vers une protection sociale purement de redistribution, c'est ce qu'on avait,
de redistribution, allez, que je qualifierais d'aveugle, qui ne regardait pas où elle redistribuait, vers une protection sociale tournée d'abord vers les gens qui en ont le plus besoin, et puis les autres, qu'on les aide à se sortir de la situation difficile dans laquelle ils sont. Moi, nous commençons à appeler ça une protection sociale active, et même, on peut même dire une protection sociale co-active entre l'entreprise et les salariés. Alors, pour l'instant, on en est encore au niveau du concept, mais c'est vers ça que l'on va. C'est la seule piste, puisque quand je ne vais pas repartir sur les déficits dont je parlais tout à l'heure, mais le seul moyen de s'en sortir, c'est pas d'augmenter les cotisations. On ne pourra pas. Donc il faut bien avoir de nouvelles attitudes. Oui, mais ça revient donc un peu à ce que je disais, c'est-à-dire si c'est pas socialisé, parce que le socialisé se tourne de façon beveridgienne, si je puis dire, plus vers ceux qui ont le plus besoin, on voit bien que c'est la tendance. Ça veut dire que pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi dans l'entreprise, pas les oublier non plus, oublier ce point, on pourrait avoir une forme de prélèvement obligatoire, non obligatoire, spécifiquement prévu dans la politique salariale. C'est ça que j'essayais de dire. Ça revient au même, mais c'est peut-être plus fin, c'est peut-être un progrès, mais on n'a pas ce débat aujourd'hui. Il est naissant, vous l'avez dit. Il y a un débat que je voudrais porter, c'est une contradiction fondamentale entre la manière dont nous gérons les réseaux sociaux, la manière dont nous vivons dans la société avec un besoin de reconnaissance de l'individu qui est incroyable, enfin qui est d'une force absolument incroyable, ce qui est l'opposition totale avec la notion même de protection sociale qui est purement collective et dans laquelle l'individu, bien sûr il s'adresse à l'individu, mais l'individu n'est pas reconnu. Il y a un certain nombre d'idées, alors on réfléchit. Une des idées que je voudrais porter, mais en tant que citoyen, en tant que contributeur au débat, c'est que j'aimerais bien qu'on ait bien sûr, qu'on sauvegarde cette protection sociale collective qui est le lien social, qui est indispensable à la poursuite, au bon développement des affaires. Il n'y aura pas de business s'il n'y a pas une protection sociale forte. C'est totalement illusoire de le croire. Et ça, il faut que le patronat l'accepte, enfin, que les chefs d'entreprise, le patronat c'est autre chose, les chefs d'entreprise l'acceptent et le comprennent. Et en même temps, il faut reconnaître dans cette protection sociale l'individu. Et on pourrait par exemple imaginer d'avoir des banques, nous pourrions être des banques de ce type-là, qui gèrent des points de protection sociale, et que chaque individu qui serait versé tous les ans à chaque salarié, et le salarié pouvant choisir à quoi il va affecter ses droits. Je suis au chômage, j'ai un peu plus de droits parce que j'ai des points. J'ai des droits à formation, j'ai des droits à acheter un contrat santé. On voit bien que là, il y a plein d'idées qu'on pourrait lancer pour refonder notre système. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ce débat-là qu'il faut lancer. Et je crois que vous vouliez parler du pacte de responsabilité. C'est pas mon rôle d'en parler, mais c'est ça la vraie responsabilité dans la société. C'est pas de faire un échange. C'est pas mon rôle d'en parler. Là, on n'arrive déjà pas à faire un régime de retraite par point. Je crois qu'il faut laisser les questions. On va laisser les questions. Juste pour un dernier point, on n'arrive déjà pas à faire un régime de retraite par point. De protection sociale par point, ça va être dur. Voilà, eh bien, la première question, je reviens.